Festival de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Racaille, la 78, 79, 80. On pense que c'est la 80. On s'est un peu perdu dans les comptes, surtout moi. Avec ce matin, en régie, une petite nouvelle. On dit dans le monde médiéval une pucelle. Pas celle d'Orléans, mais celle de la rue de la Roquette. C'est déjà... Donne le numéro pendant que tu y es. Dominique alias Piquet-Cou, notre hussard de la République à ma gauche. Et à ma droite, Juliette Planck, une graveuse, m'a-t-elle rappelé ce matin, parce que moi j'avais écrit graveur, Elle m'a dit non, c'est graveuse. Bien, bon, graveuse. On va lui passer la parole dans 1 minute, après que je vous ai rappelé ce que cette émission tente de véhiculer. À propos de l'artiste dans la société, l'artiste en dehors de celle-ci, l'artiste et l'engagement politique, l'artiste et la religion, l'artiste et la société, l'artiste et la science, l'artiste et l'autorité, l'histoire, l'avenir, l'actualité et le petit chenin. Bien. Juliette, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais, ce que tu espères, ce que tu aimes, ce que tu détestes. Bref, ça va être 1h30 de débriefing. Bien, bonjour. Donc Juliette, je fais de la gravure depuis quelques années et je grave des paysages urbains. Il va falloir me poser un peu des questions parce que... oui, voilà, je suis, comment on dit, artiste. J'étais peintre avant et maintenant je travaille sur des paysages en gravure sur lino, en gravure sur bois. Des paysages urbains magnifiques, c'est pas très pittoresque. Que j'ai entendu une réflexion d'un badaud sur un marché de la création qui était un petit peu étonné de la, disait-il, de la froideur des images, mais il avait rien compris. C'est pas du froid du tout. Seulement c'est pas des vaches, c'est pas des cerfs dans les bois, c'est pas des laitières qui reviennent de l'étable entre les vaches. Il n'y a plus beaucoup de laitières dans les quartiers où j'habite. C'est-à-dire que moi, au départ, j'avais l'intention de m'occuper de peinture. Enfin, à un moment donné, je me suis dit que j'avais plus forcément envie de travailler en tant qu'illustratrice parce que j'avais plus trop envie de répondre à des choses qui m'étaient données et que je trouvais un peu compliquées. Voilà, je travaillais pour le livre scolaire et je comprenais même plus les intitulés des questions posées aux enfants de primaire. Donc je trouvais que c'était un peu obscur et un jour j'ai voulu passer à la conception d'images de mon cru et je me suis dit que j'allais faire de la peinture et je me suis dit mais quoi ? Eh ben, j'ai dit je vais peindre ce que je vois en sortant de chez moi. Et ce que je voyais en sortant de chez moi à l'époque, j'habitais dans la banlieue de Toulouse, c'était la banlieue quoi, c'est la petite banlieue avec ses petites zones industrielles, ses petites zones pavillonnaires. Et puis je suis sortie, puis j'ai commencé comme ça. Et puis il y avait beaucoup de grillages en fait, il y avait beaucoup de ronds-points, il y avait pas beaucoup de place pour les piétons, il y avait beaucoup de place pour les voitures. Puis alors j'ai peint ça quoi, moi je vis pas au milieu des montagnes. Et puis j'ai continué à faire ça. Et puis un jour j'ai voulu les montrer, mes belles images. Je travaillais un peu toutes les techniques de l'huile, de la gouache, du crayon de couleur, du lavis. Et puis quand j'ai voulu les montrer, je me suis rendu compte que... Enfin, je me suis dit, je vais les montrer quelque part. Moi, j'ai fait une école d'art gratuite, donc payée par le contribuable, on va dire. Donc j'étais financée par mes contemporains, en quelque sorte. L'école du Perret. L'école du Perret. Et puis, je vais montrer ça à mes contemporains, donc dans un espace public. Et puis, j'espère qu'on va me donner un peu d'argent, parce que voilà, c'est quand même un boulot, quoi, que j'ai envie de restituer. Et puis, je me suis rendu compte qu'on m'a dit, mais ma bonne dame, déjà, si on vous accueille, c'est généreux de notre part, mais il est hors de question qu'on vous donne un copec. Alors là, je me suis intéressée un petit peu à la question de la rémunération des artistes et du droit de présentation publique, qui est un droit totalement bafoué alors qu'il existe. Absolument. Qui consiste donc à un travail de plasticien.
De la même manière qu'on rémunère un conteur, qu'on rémunère un danseur, une compagnie de théâtre, un groupe de musique, on peut aussi rémunérer un plasticien qui monte son travail. Voilà, donc ça a été la période où j'ai adhéré au SNAP, où j'ai donc entendu parler du Syndicat national des artistes plasticiens, qui est une filière de la CGT du spectacle. Et donc je me suis un peu intéressée à la question, ça a duré quelques années, voilà, l'engagement ça va, ça vient, ça dépend un petit peu du temps qu'on a, de l'énergie qu'on veut y mettre, donc je me suis bien intéressée à ça, puis après je me suis un petit peu retirée, puis je commence, c'est toujours quelque part en tout cas, ça m'intéresse toujours. Puis j'ai diffusé l'idée aussi autour de moi, dans des médiathèques, dans des endroits, qu'il fallait payer les gens. Je suis tombée sur des gens qui entendaient ça parfaitement, parce que c'était des employés de médiathèque ou de mairie, dans des petits bleds de Loire-Atlantique, parce que après j'étais à Nantes, qui comprenaient très bien ça et qui étaient en fait assez au courant de la loi. D'ailleurs, comme tous les employés culturels, tous les intéressés culturels de quelque espace public que ce soit connaissent cette loi, mais évidemment font semblant de ne pas la connaître. On a réussi à se faire payer il y a 2 ans une expo collective de graveurs à la mairie du 20e. Donc ça, on était assez contents. On a exposé pendant 1 semaine dans le salon d'honneur, n'est-ce pas, et on était 5 et on a été payés chacun 300 € par personne. Ce qui est à peu près le tarif, qui n'est pas excessif du tout, hein, mais voilà, faut pas hésiter à demander des sous. Voilà, c'est vrai que comme c'est pas très habituel, on n'ose pas, mais voilà. Donc, je suis passée de la. Alors où est-ce que j'en suis là? J'en suis encore. T'en étais à la peinture. J'en étais à la peinture, et puis un jour, via cette activité syndicale, j'ai rencontré une personne, Christine, qui est donc graveuse et qui a un atelier rue des Cascades. Et enfin, je l'ai rencontrée et elle m'a proposé de m'initier à la gravure. Et comme c'est quelqu'un de très intéressant, elle m'a appris la gravure. J'ai pris des cours régulièrement chez elle, avec une approche à la fois technique très rigoureuse et puis artistique, une approche générale de l'art que j'ai trouvé vraiment très enrichissante. C'est quelqu'un de très exigeant, voilà. Et donc, je suis passée de la peinture à la gravure et j'ai aimé la gravure. D'abord, il y avait l'intitulé de l'association qui s'appelle l'Association pour l'Estampe et l'Art Populaire. Ça m'a plu. J'ai aimé l'idée aussi que on pouvait diffuser son travail autrement, de manière plus populaire, parce qu'une gravure, c'est forcément moins cher qu'une peinture. Et puis, c'est plus facile à lâcher. Parce que moi, je faisais un travail en peinture qui était quand même très précis. Je passais beaucoup de temps sur les peintures. J'avais du mal à lâcher mes bébés. Là, c'était un peu cher et lourd. Et donc, la production ne suivait pas non plus, hein, parce que c'est compliqué. Il faut s'occuper de fabriquer les images et de les diffuser. Et comme on est toujours tout seul un peu dans cette histoire, c'est beaucoup de temps, quoi. Donc, la gravure, ça a été aussi la rencontre de quelque chose de plus collectif, parce qu'on met en commun déjà des presses. Voilà, on rencontre d'autres gens. Il y a des salons de gravure aussi qui existent, où on peut plus facilement montrer son travail à un public un peu plus intéressé, un peu plus, averti, de connaisseurs, voilà, d'amateurs, voilà. C'est un peu c'est beaucoup moins éparpillé que le monde de la peinture, parce que c'est des amateurs de papier. Voilà, des gens qui connaissent l'encre, qui connaissent l'imprimerie, qui connaissent le livre d'artiste. Et qui sont assez exigeants. Et on croise souvent un peu les mêmes et tout. Et du coup, il y a un réseau qui se resserre et du coup, on se sent un peu plus existé que dans le monde de la peinture, qui tourne vite à l'expo de mairie avec les peintres du dimanche et où tout le monde s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire, ça vole pas toujours très très haut la peinture en France. Enfin, il y aurait beaucoup à dire sur la façon dont on montre la peinture et en corrélation avec le niveau culturel général
qui est, à mon avis, complètement lié, quoi. Parce que... Tout à fait. Enfin voilà, donc aujourd'hui, je continue à parler du paysage urbain parce que c'est quelque chose qui me dégoûte, on va dire. Moi, je suis un petit peu rapide là, mais c'est vrai que je suis effarée par la place du piéton, toujours, hein, dans nos sociétés. Et je ne savais pas comment le dire. C'est pour ça que j'ai décidé de le peindre un jour, parce que ça allait calmer un peu mes nerfs. Et puis aujourd'hui, je le dessine et je le montre pour montrer à quel point c'est moche. Et en même temps... manque de peau. Elle manque de peau, parce que quand même, j'ai eu la malheureuse idée de faire quelques études de dessin. Et forcément, quand on passe du temps sur une image, on finit par dégager une harmonie, presque malgré soi. Et puis à la fin, c'est regardable, quoi. Ça paraît presque joli. Oui, non, c'est pas presque. C'est pas joli, c'est beau. C'est peut-être pour ça que le Kidam dont tu parlais tout à l'heure, qui est passé sur mon stand samedi dernier, là, à la Bastille, a trouvé que c'était froid. Ce que je montre, je m'arrête évidemment sur des choses qui sont un peu rebutantes, en tout cas qui sont un peu symptomatiques de ce paysage, mais oui, c'est le problème. Je m'arrête sur des choses froides, et ça peut être ressenti par contre comme chaleureux par d'autres. Ah oui, tout à fait, parce que je pense là tout de suite, c'est peut-être que je suis un petit peu, j'ai un coin un peu exagéré, mais c'est une habitude. Je dirais c'est un peu comme de l'orfèvrerie, c'est quelque chose qui est bien précieux. C'est-à-dire qu'elle arrive avec un taudis à faire une pièce d'orfèvrerie, quelque chose de... Voilà, c'est pas... Moi, j'aime les paysages de banlieue, j'aime les choses un peu comme ça, comme hier à Montreuil, là, pour cette boulangerie à Nard, mais de pavillons un peu crapoteux, un peu bancal, etc. Mais là, elle arrive à faire exactement le contraire de ce qu'elle voulait. On peut aimer la banlieue à travers tes images, je crois. Oui. C'est-à-dire que je pense que le quotidien, pour qu'il devienne supportable, il faut un peu le maîtriser, quoi. Il faut se l'approprier, hein. Donc, si on y met de la poésie, évidemment, tout devient plus vivable, quoi. Et puis surtout, on trouve sa place, quoi. Parce que soit on s'échappe et on va vivre dans une grotte très loin, soit on décide de s'approprier le réel. Et moi, j'ai fini par faire ce choix-là par manque de moyens, je crois, hein, tout simplement. Pas le choix, quoi. Donc, je m'approprie le réel, et puis ça va mieux. Voilà. Bon, vous voyez, merci beaucoup Juliette. Non, parce que c'est vraiment... Enfin, si vous voulez voir son travail, il y aura quelques exemplaires de ses gravures sur le blog, mais on peut vous recommander de vous bouger un peu les fesses et d'aller au marché de la création à la Bastille tous les samedis de 9h30 à 19h, et vous pourrez voir Juliette sur ce petit stand avec ses petits bijoux accrochés. Vous pourrez faire une idée vraiment précise de ce qu'elle fait, qui est vraiment intéressant.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Vous avez remarqué, à Racaille, on dirait c'est la 80. Environ. Avec donc Dominique alias Piquécou à la technique, notre hussard noir à ma gauche et Juliette à ma droite. Notre hussard qui va prendre la casquette de Raymond Lascience pour vous cracher dans le poste quelques méchancetés sur les trublions qui croient nous gouverner. Ouais. Et pour illustrer cette émission dont le thème tourne autour des rapports entre art et politique, c'était d'ailleurs notre invité, je trouve, oui, tout à fait. était tout à fait dans le truc. Nous venons d'écouter Urban Species, Religion and Politics. Oh, j'adore ton accent. Bah redis-le si tu veux. Excuse-moi, hein, l'anglais. Non. On croit à Maurice Chevalier. Alors, par égard, ça date quand même, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Comme on a raté notre émission la semaine dernière, je sais plus très bien. C'était indépendant de notre volonté. Même de notre mauvaise volonté. Ouais, le président Sarkozy recevait les dirigeants chinois à Paris en grande pompe. Hein. Alors, par égard pour l'excellente harmonie en fait des relations entre le PC chinois et son homologue français l'UMP, hein, le camarade U s'est abstenu, merci à lui, de donner des leçons de droits de l'homme à la France pendant sa visite. Hein. Il n'a donc pas été question des Roms, mais le camarade U a tout de même obtenu la tête de Bernard Kouchner, hein, comme on a pu le vérifier, hein, qui s'était imprudemment félicité de l'attribution du Nobel de la paix à un dissident chinois, mais on y reviendra tout à l'heure. Hein. Le camarade U qui peut, contrairement à ses homologues occidentaux, se permettre de détourner des rivières, de construire des villes, de mettre en prison des dissidents et de censurer Internet sans risque d'ingérence des médias ou des tribunaux gauchistes. Hein. Voilà, ça, à mon avis, ça doit faire rêver Sarkozy, ça. Et puis, en fait, dernière info, les deux présidents auraient bien évoqué les droits de l'homme, hein, mais très brièvement et en mandarin, tout en regardant Carla qui s'éloignait nonchalamment de la table pour aller se repoudrer le nez. Et puis le remaniement, qui est décidément le grand œuvre du quinquennat. Caligula Minus a reconduit François Fillon, mais il aurait pu tout aussi bien nommer son cheval Premier ministre, hein, qui serait toujours trouvé des gens pour applaudir. En 3 ans, à part les cadeaux fiscaux aux copains, le binôme Sarkozy-Fillon ne nous a pondu qu'une peureuse réformette des retraites, hein, aussi injuste qu'inutile d'ailleurs. On attend toujours la moralisation du capitalisme, qui faisait partie des promesses de campagne, hein, la fin des paradis fiscaux, qui faisait aussi partie des promesses de campagne, la fin des golden parachutes, toujours qui faisait toujours partie des promesses de campagne, la résorption du chômage, enfin, etc. Bon. Mais l'année qui vient va changer la face du monde, qu'on se le dise. D'ailleurs, tout individu émettant le moindre doute à ce sujet sera immédiatement envoyé en camp de rééducation dans les montagnes du Yunnan, selon un accord signé justement cette semaine entre le PC chinois et l'UMP, afin de le guérir de son anti-sarkozysme primaire. Et il n'y a que sur Araka qui peut avoir des infos de première main. Exactement, première bourre même, je dirais. Hein. Alors, dans ce remaniement, hein, on notera que le bon serviteur Éric Woerth a été viré sans même un coup de fil. Hein, toujours aussi courageux, Sarkozy. Le motocrate aussi, Estrosi d'ailleurs. Hein. Ouais. Il n'a pas eu droit à son coup de fil non plus. Non. Le coup de pied, oui, le coup de fil, non. Pour la première fois sous la Ve République, il y aura un couple, ou il y a, maintenant on peut le dire, un couple au gouvernement, Michel Alliot-Marie et son compagnon Patrick Ollier. Alors, on regrettera juste que le nain n'ait pas osé étendre cette idée, quand même assez géniale, que moi je trouve assez géniale, hein, à tout l'ensemble, en fait, de son équipe de combat. Carla à la culture, par exemple. Madame Fillon à l'éducation. J'ai l'impression que les gosses sont très bien élevés. Elle aurait très bien pu prendre le ministère, etc. Et surtout... Pardon, vas-y, tu voulais dire quelque chose. Je veux dire que le couple Ollier... Et même, on ne sait pas, on se demande, on peut s'interroger sur qui est qui dans ce couple, qui est le mec, qui est la nana. Oh non, commence pas avec ça. Non, ça, le seul fait de se poser la question, c'est du machisme. Ils sont peut-être excuse-moi de te le dire. Voilà, en tout cas, ce qui aurait vraiment eu de la gueule, c'est Roselyne à la santé et son compagnon à la justice. Tu vois. Ça aurait été superbe.
Elle a un compagnon ? Ça, c'est encore du machisme, excuse-moi, mais je sais pas si c'est le Chenin, j'ai peut-être... Il sent la noisette. Un homme qui aime tant les femmes. Enfin bon, c'est désolant. Voilà. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. C'est d'ailleurs, puisque j'exerce mon activité d'artiste en libéral, c'est d'ailleurs mon ministre de tutelle, Frédéric Lefebvre, fait son entrée au gouvernement, et ce n'est que justice. Un esprit étroit a forcément toute sa place dans un gouvernement resserré. Bon. Oh, elle est bonne. Oui, elle est bonne, oui. Bravo, Jean. Et puis, Nadine, dans les bonnes nouvelles aussi, Nadine Morano prend du galon. Elle a incontestablement du style, du charisme et de la carrure. Forcément, on le devine, elle a devant elle une carrière politique aussi brillante que celle d'Édith Cresson. Ah, mais là, c'est moi qui fais du machisme. Oui. Non, c'est pas bien. C'est le Chenin aussi. Ouais. Enfin bon, malgré de très louables efforts pour nous faire rire, Lefebvre, Ollier, Morano, Sarkozy n'arrive pas à la cheville de son mentor Mitterrand. Mon frère Yves, que j'embrasse au passage d'ailleurs, me rappelait hier... Non, ça c'est Robert qui vient de t'embrasser, Yves. Je suis pas sûr que ça te fasse si plaisir que ça. Non, je déconne, il est très mignon, mon Robert. Oui, mon frère Yves, donc, que j'embrasse au passage, me rappelait hier la composition du premier gouvernement maurois. Donc ça, c'est 81. Cresson à l'agriculture. La lumière à l'énergie. Le pain sec à la mer. Non, mais je rigole pas. Non, mais oui. Defer à la sécurité. Sérieux, non, mais... Delors aux finances. Ah, super. Non, mais Jean, là, t'as fait fort. Non, mais j'ai pas fait fort, c'est eux qui ont fait fort. Savary à l'éducation, Langue à la culture et Autain à la solidarité. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pu se marrer, c'était génial. Enfin bon, pour finir, le cinéaste Jean-Luc Godard a reçu lors d'une cérémonie des Awards quelque part, c'est pas vraiment les Césars, mais enfin il a reçu à Los Angeles donc il y était pas, remarque, il n'y est pas venu quand même, il n'est pas totalement décati quand même au point d'aller chercher un Oscar pour l'ensemble de sa carrière. Et m'est alors revenu à la mémoire l'un de ses aphorismes qui faisait tout le charme de Godard, un peu plus jeune, on va dire. Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Merci, mon Raymond. Eh bien, aurais-tu, Juliette, un commentaire sur cette avalanche de révélations? De révélations d'informations, c'était très bien. C'est un peu riche. Un peu riche. Ouais, T'as été bouleversé par le remaniement Oui, j'ai été bouleversée. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai été très émue par l'hommage rendu par Madame Bachelot à Eric Woerth. J'ai vraiment trouvé c'est vraiment de la franche camaraderie entre eux. On sent quelque chose de profond, quoi. Et puis de pas fin du tout, quoi. C'est tout. Sinon rien. Non, sinon c'est merveilleux. Je pense qu'on va partir sur de nouvelles bases et aller de l'avant. Passe ses vacances aux États-Unis, dans une bourgade huppée de l'est du pays. Une maison neuve d'une vingtaine de chambres, archi luxueuse, avec terrasse et hangar à bateau donnant sur le lac. Les célébrités se fondent dans le décor. La vie est simple et chic, comme une carte postale. Je me lève tous les matins vers 15h de l'après-midi. Tu es jolie, servi par l'une des plus jolies. Merci, tu peux disposer les lits. Automoto, bateau, château, photo. Voici ma vie qui pourrait faire parler au PDD. J'ai plus de fans que de fans et pourtant j'ai sûrement plus de fans que les Didi. Je ne manque de rien, c'est pour ça que je parle au nom de ceux qui n'ont rien. Souvent je suis rastafarien, mais j'ai aussi une place de classe dans la race des sariens. Des fois je suis végétarien, ça dépend du contexte. Après tout je ne suis qu'un terrien. Je suis le pied des acariens, ça ne m'empêche pas d'être traité certaines mots en l'air. Je ne me mélange pas aux prolétaires. Toujours à se plaindre si mon air pas trop d'éther. Pour une pomme de terre, il suffit de pot de terre. Et avec 2 pommes de terre, moi je nourris 5 militaires. Les prolétaires, ça me sert d'utilitaire. Qui va travailler ma terre, c'est pas mon père ni ma matière. Un style vestimentaire de cadavre prolétaire. En cas de contact, je désinfecte au coton des terres. Je suis un homme politique et ma vie n'est qu'un rôle pathétique. Je calme les situations critiques. Tout ça grâce à mes talents poétiques. Je suis un homme politique et ma vie n'est qu'un rôle pathétique. Je calme les situations critiques. Tout ça grâce à mes talents poétiques. Y a tellement de mots
compteur, qu'on m'a surnommé Monsieur le Compteur. Ma vie est plus belle que dans un compteur, surtout à la fin du mois quand je rencontre. T'es pas content, tu payes pas content, tu crois que je me contente d'un compteur. T'as pas saisi, ça ce qu'elle a saisi, et c'est peine de ces histoires que je raconte. On parle de moi jusqu'au de Paul, puisque Sean Paul, j'ai le monopole de la presse qui parle. J'ai les amis interpol, donc rien à foutre quand les flics de métropole m'interpellent. Bien souvent je manque à l'appel, sur un archipel, je ramasse des femmes à l'appel. En politique, c'est comme ça que l'on m'appelle, et j'adore quand les femmes me le rappellent. Je suis un homme politique, Et ma vie n'est qu'un rôle pathétique. tu calmes les situations critiques. Tout ça grâce à mes talents poétiques. Je suis un homme politique, Et ma vie n'est qu'un rôle pathétique. tu calmes les situations critiques. Tout ça grâce à mes talents poétiques. Plus futile, mais subtil. Dans ta vie, je m'installe avec style. Je me faufile comme un reptile. Et te taxe avec classe à la Remington skill. Je me transforme en ptérodactyle. Tous ceux qui me sont dans style et les imbéciles qui m'ont mis en place, que pensent-ils, que disent-ils de ma belle vie couleur pastel? Je suis un homme politique, Et ma vie n'est qu'un rôle pathétique. tu calmes les situations critiques. Tout ça grâce à mes talents poétiques. Je suis un homme politique, Et ma vie n'est qu'un rôle pathétique. tu calmes les situations critiques. Tout ça grâce à mes talents poétiques. Je suis un homme politique. Et ma vie n'est qu'un rôle pathétique. Je calme les situations critiques. Tout ça grâce à mes talents poétiques. Je suis un homme politique. Et ma vie n'est qu'un rôle pathétique. Je calme les situations critiques. Tout ça grâce à mes talents poétiques. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste en Dieu sans mettre en publicitaire, racaille les 80 et quelques. Voilà. Non, parce qu'on était en pleine... on essayait de se souvenir de choses qu'on a complètement oubliées à cause du chenin. Et bon, voilà, c'est ce qui peut expliquer ce petit décalage, mais tout à fait accidentel. Mineur. On a bien compris. Bien. Mon genre missionné à l'instruction publique et surtout artistique de cette émission qui fait dans Strip, nous attendons d'être abreuvés de ton savoir. Oui, on vient d'entendre Maïti Kila, homme politique. J'ai eu peur que le Maïté nous ait envoyé un message Voilà, subliminal. homme politique qui faisait d'ailleurs référence à celui qui vient de perdre le pouvoir. Oui, Au bénéfice du RPR. Il s'est laissé piquer le truc, on ne sait pas comment. Il est plutôt éveillé d'habitude par rapport à ça, mais bon. Le manifeste du futurisme par Filippo Tommaso Marinetti. Marinetti, c'est 1876-1964. En fait, c'est en février 1909 que paraît dans Le Figaro. Désolé, non, mais je sais que c'est pas... Encore ce journal. Je sais que c'est une référence qu'il faudrait que j'évite. Par rapport à Robert, depuis 1871, tu dois l'éviter. Oui, le manifeste, oui, depuis 1971. Exactement. 1871. Bon, vous voyez que malgré le chenin, j'ai essayé de le piéger. Marinetti, donc c'est en 1909 que paraît le manifeste du futurisme. En France, c'était en février. Je pense qu'en Italie, il était paru juste avant, soit à la fin de l'année 1908, soit au début, en janvier. Marinetti, en fait, il proclame l'avènement irrésistible d'une nouvelle esthétique de la vitesse et de la modernité industrielle. Pour lui, une automobile rugissante, ça va faire plaisir à notre invitée Juliette, est plus belle que la victoire de Samothrace. Alors malheureusement, cette sympathique exaltation, on va dire, parce que le texte qui va suivre, vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons, va jusqu'à glorifier la guerre, au nom de la force, évidemment, d'un certain amour de la force, va jusqu'à glorifier la guerre, dénoncer le féminisme, et puis elle lui fera aussi soutenir le régime fasciste de Mussolini. Nous avions veillé toute la nuit, mes amis et moi, sous des lampes de mosquée, dont les coupoles de cuivre aussi ajourées que notre âme avaient pourtant des cœurs électriques. Et tout en piétinant notre native paresse sur d'opulents tapis persans, nous avions discuté aux frontières extrêmes de la logique et griffé le papier de démentes écritures. Un immense orgueil gonflait nos poitrines, à nous sentir debout tout seuls, comme des phares ou comme des sentinelles avancées, face à l'armée des étoiles ennemies, qui campent dans leur bivouac céleste.
Seul avec les mécaniciens dans les infernales chaufferies des grands navires, seul avec les noirs fantômes qui fourragent dans le ventre rouge des locomotives affolées, seul avec les ivrognes battant des ailes contre les murs. Et nous voilà, brusquement distraits par le roulement des énormes tramways à double étage qui passent sursautant, bariolés de lumière tels les hameaux que le pot débordé ébranle tout à coup et déracine pour les entraîner sur les cascades et les remous d'un déluge jusqu'à la mer. Puis, le silence s'aggrava. Comme nous écoutions la prière exténuée du vieux canal et crisser les eaux des palais moribonds dans leurs barbes de verdure, soudain rugirent sous nos fenêtres les automobiles affamés. Pas beau, ça. Allons, dis-je, mes amis, partons. Enfin, la mythologie et l'idéal mystique sont surpassés. Nous allons assister à la naissance du centaure et nous verrons bientôt voler les premiers anges. Il faudra ébranler les portes de la vie pour en essayer les gonds et les verrous. Partons. Voilà bien le premier soleil levant sur la terre. Rien n'égale la splendeur de son épée rouge qui s'escrime pour la première fois dans nos ténèbres millénaires. Nous nous approchâmes des 3 machines renaclantes pour flatter leur poitrail. Je m'allongeais sur la mienne comme un cadavre dans sa bière, mais je ressuscitais soudain sous le volant, couperet de guillotine, qui menaçait mon estomac. Le grand balai de la folie nous arracha à nous-mêmes et nous poussa à travers les rues escarpées et profondes, comme des torrents desséchés. Ça et là des lampes malheureuses aux fenêtres nous enseignaient à mépriser nos yeux mathématiques. « Le flair !» criai-je, « le flair !» suffit aux fauves. Et nous chassions, tels de jeunes lions, la mort au pelage noir tacheté de croix pâles, qui courait devant nous dans le vaste ciel mauve, palpable et vivant. Et pourtant nous n'avions pas de maîtresse idéale dressant sa taille jusqu'aux nuages, ni de reine cruelle à qui offrir nos cadavres tordus en bagues byzantines. Rien pour mourir, si ce n'est le désir de nous débarrasser enfin de notre trop pesant courage. Alors, le visage masqué de la bonne boue des usines, pleine de scories de métal, de sueurs inutiles et de suie céleste, portant nos bras foulés en écharpe, parmi la complainte des sages pêcheurs à la ligne et des naturalistes navrés, nous dictâmes nos premières volontés à tous les hommes vivants de la terre. Nom de Dieu! Voilà. Et je vous fais grâce des points qui suivent, parce que c'est à ce moment-là que commence réellement le manifeste du futurisme. Oui, c'est écrit par Marinetti, ça. Marinetti, voilà. Alors Marinetti, c'est donc un écrivain. Marinetti. Écrivain et poète italien. Écrivain et poète, c'est souvent écrit, ouais. En tout cas, ce manifeste, dans sa totalité, il est donc de Marinetti, il est publié aux éditions 1001 Nuits pour moins de 3 €. Ah, pourquoi s'en priver, pardon. Voilà, vous pouvez le commander à la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Métro, Robert. Oberkamp, fille du calvaire. Voilà, téléphone 01 48 05 34 08 et site internet après les W, librairie-publico.com. Ce texte pourrait, enfin cet extrait pourrait avoir une place de choix dans une anthologie de la métaphore. Est-ce qu'il a vraiment le mec qui est... Absolument. Et alors, est-ce qu'on peut dire que la réponse, une des réponses, ce sont les paysages urbains de notre invité? Disons que c'est un autre angle pour observer la chose. Oui. Mais enfin, là-dessus, moi, ce que je trouve, c'est que ça ressemble beaucoup à la peinture futuriste, ce texte. Enfin, moi, j'ai pas ces espèces d'envolées lyriques, j'ai pas tout suivi. Enfin, je trouve que c'est un peu, c'est à la fois de l'orfèvrerie, on comprend pas trop ce que ça raconte, mais ça ressemble beaucoup à. Il se trouve qu'il y a pas très longtemps, je suis allée à Rome et je suis allée au musée d'art moderne. Et au musée d'art moderne de Rome, en fait, il y a énormément de peintures futuristes. C'est très impressionnant. Franchement, rien que d'y penser, j'ai encore froid dans le dos. C'est d'une vulgarité sans égale au niveau de la couleur. Et c'est de l'exaltation de la guerre, quoi. C'est une peinture de malade, quoi. C'est incroyable, quoi. C'est... ouais, c'est-à-dire que tout ce qu'on connaît de... Comment il s'appelle celui que j'aime bien, là... j'ai oublié. Qui fait des trucs un peu métalliques, le français, là...
mais très un peu plutôt tendance communiste là. Enfin bon là c'est juste le contraire, mais c'est un peu la même. Comment il s'appelle Fernand Léger. Fernand Léger, voilà. Fernand Léger, donc il a ce travail sur une matière un peu métallique, une exaltation de la machine, de l'homme au travail, etc. Sauf que l'angle est plutôt, on va dire, un peu plus socialiste. Beaucoup plus. Hein, n'est-ce pas Oui, beaucoup plus. Et eux, ils sont plutôt national-socialistes, on va dire. Ouais. Et c'est vraiment terrifiant. C'est une peinture de terreur. Pour moi, ça vaut tous les crucifix qu'on trouve dans les musées, quoi. C'est absolument immonde. Et puis après, ils ont aussi une espèce d'adoration pour les enfants. Alors c'est vraiment de la peinture pédophile, mais c'est extraordinaire, quoi. C'est à vomir. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Rome, évitez Musée d'Art moderne. Je ne connais pas cet aspect de la peinture futuriste, la pédophilie, tu vois. Ah oui, déjà, oui, mais bon. enfin, c'est un ensemble de cette époque, jusqu'aux années 30-40, là, par là, de 10 à 30-40. Les jeunes enfants blonds. Et les jeunes enfants, il y a un particulier, une sculpture d'une fillette avec ses maillots de bain de l'époque en tricot, là, tricoté. Mais c'est... J'ai eu Voilà. un maillot de bain tricoté. Voilà, oui. donc donc c'est vraiment il y a tout ce qu'on aime quoi là-dedans. Il y a l'exaltation du travail, de la jeunesse, de la guerre, mais vraiment clairement de la guerre, c'est-à-dire avec les canons, les avions, tout ce qui c'est une espèce de symphonie guerrière. Parce que ce que j'en ai vu, il y a beaucoup de peintures. Puis après, vous avez toutes les natures mortes, à la fois très conventionnelles et super chiant, quoi. Vraiment. Enfin voilà. Et alors que moi, je n'allais là-bas que pour voir des peintures, des paysages de Morandi, qu'on connaît pour ces petites bouteilles blanches là, et qui a fait aussi des paysages magnifiques. Malheureusement, ils n'étaient pas là parce qu'il y avait une expo en Suisse sur son travail. Et il n'y en avait que 2, mais qui étaient de toute façon très beaux. Voilà. Lui, il a fait partie du courant de la peinture Pittura Metaphysica, mais jamais du futurisme. Il n'était pas du tout... Alors qu'il y a un des fondateurs de Pittura Metaphysica, qui est un des futuristes, c'était Cara. Voilà, Cara, il a fondé avec Chirico le mouvement de la peinture métaphysique, avec Chirico et Morandi. Que tu avais évoqué à la dernière émission. Oui, qu'on avait déjà évoqué à la dernière émission. Ouais. Mais c'est pas étonnant en même temps ce que tu racontes, parce qu'il y a aussi la pédophilie, tu vois. Bon, je vous ai fait grâce, moi, du texte qui suit, mais il y a un machisme là-dedans. Enfin, il dénonce le féminisme avec une espèce de violence incroyable. Et la pédophilie, finalement, c'est pas tellement étonnant quand Bien on sûr. pense à la symbolique de la montée du nazisme qu'il y a, par exemple, dans Mort à Venise. Tu vois, c'est exactement ça, en fait, qu'il raconte. Et il y a un immense portrait de Mussolini, donc une espèce d'ode qui est entourée de machines de guerre en action. C'est fait pour impressionner. Pour moi, ça m'a fait penser à de la peinture d'église. Dans un autre... la peinture d'église était conçue dans cet esprit aussi. Voilà, pour impressionner, quoi. Ouais, impressionner. Effectivement, c'est une peinture très physique, dans le sens où elle te donne un peu envie de vomir, quoi. Oui, c'est ça, mais on utilise sa force pour soumettre. C'est le fondement de cette peinture, quoi, de ce courant. De cette idéologie aussi. Donc on peut parler de la ville, mais c'est une question d'angle après. Hein. Moi, je suis plus au ras du pavé, on va dire, et du piéton. Et voilà. Ouais, c'est vrai que quand on connaît le travail de Juliette, on n'imagine pas mettre à côté le travail d'un mec comme ça, quoi. Non. Non, je pense il faudrait faudrait tenter l'expérience pour écraser justement, pour voir que. Moi, je pense que le résultat serait que ce travail serait encore plus caricatural, quoi. Si tu pouvais mettre ton travail à côté. Le travail de ce mec, là, on n'aurait aucun doute sur la caricature. Ce mec, alors je connais pas précisément Marinetti, je dirais, c'est peut-être un peu à la louche tout ce que je dis, mais c'est un ensemble, c'est un courant, quoi. Quand on se tape les plusieurs salles, parce que c'est tout un fond qu'il y a donc à Rome là-dessus, là on se rend compte d'une période. Effectivement, c'était nauséeux, c'était pas terrible. Oui, puis il y en a parmi les futuristes, je le dirai un petit peu tout à l'heure, mais parmi les futuristes, il y en a peu qui ont résisté au soutien au régime de Mussolini, quoi, quand il est arrivé. Dans la foulée. Mais malheureusement, les artistes, d'une manière un peu plus générale, bien que ce soit toujours difficile de faire des généralités, mais à cette période particulièrement
difficile de l'histoire de l'Europe, il y a beaucoup d'artistes, et même des artistes majeurs, qui se sont laissés embarquer par ces idéologies, quoi. Mhm. On en a en France des exemples de voyages, de voyages boutonniers à Berlin, d'artistes majeurs. Mais c'est un problème qu'il y a toujours eu dans la peinture. Une peinture qui se veut militante, elle vire à la peinture de propagande. On n'y peut rien, c'est comme ça. Il y a la vraie peinture révolutionnaire, effectivement, elle est à chercher chez Courbet, Oui, dont tu bien parlais sûr. tout à l'heure, avec l'enterrement à Ornans. Ouais. Ce qui est révolutionnaire dans l'enterrement à Ornans sont les visages Oui, des gens qui sont bien sûr. autour du Ouais. tombeau. Ouais. Ça, c'est révolutionnaire. Tout à sujet. fait. Le 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 sujet sujet aussi, est parce que- révolutionnaire. L'utilisation de personnes du peuple, c'est le peuple qui est là. C'est Et d'une crudité. Et de vraies personnes du peuple, parce que c'était vraiment les gens du village, d'Ornans. Mm. Il n'a pas choisi des modèles comme ça à Paris, le modèle professionnel. C'est vraiment, c'est son père, c'est le curé du village, etc. Ouais. C'est ça qui est révolutionnaire. Mais c'est pas du tout de la propagande. Absolument Voilà. pas. C'est pour ça que quand il y a des espèces de théoriciens de l'art révolutionnaire, on peut avoir très peur d'ailleurs, parce que et ça existe dans tous les courants, dans tous les courants de pensée. On n'ira pas plus loin parce qu'on se met en danger. Mais de croire que en affirmant une volonté, en affichant une volonté révolutionnaire en art plastique, mais même en musique, même en écriture, on fait des grosses merdes, quoi. Mhm. Et avant, le Caravage, que nous on aime bien, qui allait voilà. chercher effectivement une prostituée pour Tout à poser pour la Vierge Marie. Ouais. Et là, on peut lire vraiment quelque chose d'extrêmement révolutionnaire. La mort de la Vierge, Ouais. Avec une qui est dans- prostituée. que j'ai copié au Louvre. Ah oui, Ouais. c'est vrai. Qui était dans la Grande Galerie, ouais. Ouais. Ah oui, c'est pas mal, ouais. Il a pris un cadavre et puis il l'a posé là. Moi, je crois que l'attitude révolutionnaire pour un artiste, c'est son positionnement dans la vie et par rapport à l'art. C'est pas et de là va découler un sujet. Bien sûr. Mais est-ce qu'il décide de faire partie d'une époque et d'être à côté de ses contemporains en égal ou alors est-ce qu'il essaye de s'inscrire déjà dans l'histoire auquel cas, à mon avis, on se plante, quoi. Enfin, il faut, c'est même pas de l'humilité, c'est accepter d'être sur un fil en permanence. Voilà, entre ce qu'on va raconter et le réel dans lequel on est de toute façon, quoi. Accepter d'être dans le réel et puis faire son boulot, comme le boulanger fait son boulot, comme n'importe qui fait son boulot. Et Le boulanger fait pas des pains révolutionnaires. Il fait du bon pain ou du mauvais pain. mais par contre, oui, il peut être un type humainement agréable ou pas. Tout à fait. Voilà. Et alors le Caravage, il obéissait en fait à toutes les normes de la nomenclature chrétienne, si tu veux, pour être sûr d'être payé en fait, pour être sûr que ses toiles soient payées. Et donc il allait chercher une prostituée pour se venger et pour il allait chercher une prostituée notoirement connue de toute la ville de Rome, y compris des ecclésiastiques, de ceux donc qui lui avaient passé commande pour représenter la Vierge Marie, parce que comme il respectait toute la nomenclature, donc ceux qui lui avaient commandé en fait le tableau ne pouvaient pas le dénoncer, tout en reconnaissant la prostituée qui avait posé pour Marie, ne pouvaient pas le dénoncer sous peine d'avouer qu'il la connaissait. Voilà, c'était comme ça Ça, c'est pas la mort de la Vierge, ça. C'est beaucoup de toiles de la Vierge. Que la mort de la Vierge, c'est un cadavre. Oui. Autre chose. Ah oui. d'accord. Non, mais c'est beaucoup de toiles, dont une où vraiment là. Ah oui. D'ailleurs, c'était cette prostituée, il a été une de ses maîtresses aussi. Je crois qu'il- Adorée. Hmm. Parts of New York City.
Radio Libertaire, la voix de la fédération. Non, ça fait 2 fois que je me fais planter. Non, mais ils essayent de me piéger depuis tout à l'heure. Je sens un vent de conspiration. Mardi prochain, on passe à la bière. Hein. C'est fini Oui, on avec passe le à la chenin. bière, c'est fini avec le chenin. C'est bien, Julien. Bien, on va donc poursuivre cette émission avec toujours notre nouvelle technicienne à la régie, Dominique alias Piquécou, son nom d'artiste. Et Jean dit le Hussard Noir de la République à l'instruction artistique. Et Juliette, notre invitée, vous avez pu remarquer qu'elle a des choses à dire. Ce qui bouleverse complètement la chronologie de notre émission. C'est très bien comme ça, on en C'est très rêve. bien. C'est On radio- en rêve tous les lundis. soirs. Oui, c'est Radio Libertaire. Bien. Alors, Jean, est-ce que tu poursuis tes vaticinations sur... Oui. Allez, un petit mouvement du futurisme par exemple. Ouais. Je m'excuse d'insister là-dessus aujourd'hui. Après, on n'y reviendra plus. Non, mais après ce qu'a dit Juliette, tu peux insister parce que je pense qu'il y a des auditeurs qui ont besoin d'éclaircissement. Bon, après, on fera, si on a le temps ensuite, on fera plutôt un artiste lié quand même à la résistance qu'à la collaboration. Ouais, ça nous reposera un peu, ouais. Un peu. Le futurisme, en fait, ça n'a pas duré très très longtemps. Hein. On peut le limiter. Ça t'a pas empêché d'en voir de nombreuses toiles à Rome. Hein. Je suis désolé, mais ça n'a duré en fait qu'une quinzaine d'années, quoi, de 1904 à 1920. Et alors, dès la publication donc du manifeste, dont je vous ai lu un extrait tout à l'heure, par Marinetti, plusieurs peintres italiens se rapprochent de lui. Hein. Il convient de mettre sur le compte du modernisme provoquant du texte. Enfin, nous, ça ne nous apparaît pas aussi provoquant que ça aujourd'hui, hein, plutôt ronflant, mais bon. La cause principale, en fait, de son retentissement dans le monde artistique. Ça a été énorme, hein. Court, mais énorme. Jusque-là, en effet, l'Italie était restée un petit peu endormie, on va dire, sur son passé quand même glorieux, on peut le dire, en matière d'art. Hein. Elle était restée à l'écart des perturbations profondes de l'impressionnisme. Il n'y a pas d'impressionniste italien, ça paraît sidérant. Hein. De l'expressionnisme, il n'y a pas non plus d'expressionniste italien, ou encore du fauvisme. Là, c'est pareil, pas de fauve italien. Elle éprouvait en fait la plus grande difficulté à réviser des valeurs qui sont évidemment énormes, écrasantes, qu'elle avait plutôt imposées à toute l'Europe et dont elle avait fini par croire qu'elle demeurerait à jamais omnipotente. Alors de la confiture de l'académisme, en fait, de la déconfiture plutôt de l'académisme, elle apparaît comme la principale victime. Hein. La fermentation artistique décelable au même moment, d'ailleurs, en France et en Allemagne, ne font qu'accuser le désert italien de ces années-là. Aussi, les propos tenus, dont je vous ai fait grâce par Marinetti contre le passéisme, sont-ils un baume pour les jeunes artistes? Je vous cite juste une phrase parmi les trucs qui viennent après le texte que je vous les ai lus. Hein. Admirer un vieux tableau, c'est verser votre sensibilité dans une urne funéraire. Encore qu'on peut être assez sensible à ce discours-là, quelque part. Ouais. Surtout en Italie, où justement le poids... Enfin, moi, ça m'a toujours fait cet effet-là. Je trouve ça à la fois fascinant et à la fois écrasant. Tout à fait. Moi, j'ai ressenti ça quand je suis allé pour la première fois à Florence, en me disant que si j'étais un artiste italien, je pourrais rien foutre. Parce que écrasé, justement, par le poids de ce passé. Quoi. Ouais. En même temps, ils sont assez actifs sur le plan du design en particulier, bien sûr, ou de la mode, par exemple. Mais c'est vrai que je ne connais pas beaucoup de peintres italiens actuels. Enfin, non, à part Arte Povera, il y a eu quelques... Depuis le mouvement Arte Povera. Oui, mais Povera, justement. Mais c'est vrai qu'à Rome, quand on se promène dans la ville, c'est une ville en chantier permanent depuis toujours, parce que dès que... Enfin, il y a des zones immenses en pleine ville, quoi, qui sont dévolues à la visite des fouilles, quoi, enfin à la visite de l'archéologie. C'est incroyable, quoi. C'est une ville sans métro, d'ailleurs. Il y a juste 2 lignes qui marchent pas très bien, d'ailleurs. C'est tout. Et c'est marrant parce qu'on parlait tout à l'heure du Caravage, il s'en était justement beaucoup plein, quoi. Ouais, il a laissé 2-3 textes comme ça où il proposait de tout détruire pour permettre aux vivants de créer, quoi. De créer quelque chose. Ouais. Ah oui, on marche dans l'histoire en permanence. Hein. C'est un espèce de gigantesque tombeau. Encore plus fort à Rome, je trouve.
qu'à Florence. Mais Florence aussi, hein, c'est quand tu visites le musée des Offices. Ouais, tu nous en avais parlé. C'est carrément déprimant, quoi. Oui, mais Rome, c'est vraiment une ville sur plusieurs niveaux. Et il y a un sentiment qui est de se balader. C'est Freud qui l'avait dit, qui paraît, mais moi, c'est vrai que c'est très net. Quand on se balade, tu as l'impression de descendre dans l'inconscient de ta culture. Tu vois, quand tu vas dans le forum romain, tu es quand même dans une zone gigantesque en plein cœur de la ville, et tu es vraiment dans l'inconscient de ta culture. Tu te balades autour des dieux et des déesses de l'époque, des temples. C'est très, très impressionnant. Et puis c'est vrai, très envahissant, à mon avis. L'histoire, c'est des strates géologiques qui t'écrasent comme ça. Admirer un vieux tableau, c'est verser votre sensibilité dans une urne funéraire au lieu de la lancer en avant par jets violents de création et d'action. Voulez-vous donc gâcher ainsi vos meilleures forces dans une admiration inutile du passé dont vous sortirez forcément épuisé, amoindri, piétiné? Boutez donc le feu au rayon des bibliothèques. Voilà, on n'est pas loin des autodafés mais en même temps, on peut comprendre ce discours-là. Détourner le cours des canaux pour inonder les caveaux des musées. Oh, qu'elle nage à la dérive, l'étoile glorieuse. À vous les pioches et les marteaux, sapez les fondements des villes vénérables. Ça, c'est... J'aurais peut-être dit plutôt lire cet extrait, en fait. Bon, enfin... Marinetti incite ainsi les artistes à célébrer le dynamisme du monde moderne, sous ses formes multiples, du culte des machines à l'exaltation de la violence virile, du mépris de la femme à la révolution industrielle. Voilà, il faut prendre le truc dans sa totalité, malheureusement. Mais encore faut-il savoir de quelle manière chaque discipline va pouvoir adapter ce programme, en fait, à ses exigences spécifiques. Les peintres italiens qui vont rédiger et publier successivement le manifeste des peintres futuristes et le manifeste technique de la peinture futuriste sont Boccioni, Cara, qui fera donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, partie des fondateurs de Pittura Metaphysica, Russolo, Balla et Severini. Ils seront les principaux artisans de la peinture futuriste au cours des années héroïques, soit jusqu'en 1916, j'ai dit tout à l'heure 1920, mais c'était fini déjà, ça s'étiolait, quoi. Date de dispersion du mouvement. Ce qu'ils ont en commun au départ, c'est non seulement le désir de créer en Italie un mouvement d'avant-garde, c'est sûr que c'était sans doute une nécessité, mais aussi une base technique, le divisionnisme qu'ils ont hérité de Segantini, qui est à leurs yeux la formule plastique la plus moderne, seule capable de répondre aux exigences extra-plastique et ultra-moderniste du futurisme. Le conflit qui s'ouvre en 1912 entre cubistes et futuristes est un dialogue de sourds entre deux quêtes complètement incompatibles. L'une attachée à mettre au jour ce qui pourrait être l'essence du tableau, l'autre concevant au contraire le tableau comme le lieu idéal des contradictions et des tensions du monde moderne. La peinture futuriste dont les cubistes n'avaient cessé de dénoncer l'impureté, j'aime pas beaucoup ce mot, mais bon... allait plus rapidement que le cubisme déboucher sur cette peinture pure, rêvée par Apollinaire, l'abstraction. C'est plus que le cubisme. Mais le futurisme se ridiculisera, donc, comme on l'a vu, lorsqu'il prétendra renouveler l'image picturale par la célébration de l'aviation et des nouveaux aspects du monde qu'elle propose. Et surtout quand une partie de ces artistes passeront une sorte de contrat avec le régime fasciste qu'ils iront jusqu'à exalter dans leurs œuvres. Bon, et dans l'Italie mussolinienne, le futurisme maintiendra jusqu'aux environs de 1935 quand même, une gentille petite activité provinciale d'avant-garde, entre guillemets bien sûr, fâcheusement compromise par les sympathies avouées du mouvement, et surtout de son leader Marinetti pour la dictature et pour son pitre en chef. Voilà, alors une toile futuriste sur le blog de l'émission.
politicien royal. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. À Racaille, ouais, vous savez déjà, c'est un 8 et un 0, on croit en tout cas, enfin, on sait pas trop. Avec Maïté, Piqueco à la un coucou quand même à Maïté, à notre on sait jamais, elle nous écoute peut-être. Mais non, c'est pas on sait jamais. Elle nous écoute. C'est vrai? Ah oui. Elle a dit, je vais vous écouter. Donc on te fait un gros boutou, Maïté. Ouais, surtout qu'à distance, on risque rien. Ouais, on risque. Alors, tu sais, Maïté, je me suis fait faire ma cutie-réaction, hein. Alors, bien, Robert. C'est bien. Je suis le seul, d'ailleurs, parce que les autres, ils attendent de voir si je tombe ou si je reste debout. Alors, ça commence à bourgeonner quand même sur son bras, hein. Non, mais t'inquiète pas, Maïté, je crois que tout va bien, donc tout va bien. J'ai encore mon bras. Donc, Jean, vous avez entendu son petit délire. Il est très joyeux que je souffre. Juliette, à qui on va repasser la parole, parce que comme ça, pour l'instant, on peut se reposer. Et puis, comme elle a plein de choses à dire en plus, ça nous intéresse. Et puis, tout de suite, les petites annonces traditionnelles. Avec une dédicace au groupe Béton Armé, qu'on rencontre régulièrement sur les manifs et puis qui nous organise un petit peu parce qu'on est un peu désordonné. Et particulièrement la dernière manif où on s'est affronté au CRS, mais gentiment. On n'est pas allé jusqu'à l'affrontement. Parce que ils étaient là pour régler un peu les choses. Enfin, ils nous aiment pas beaucoup les CRS. On était surpris d'ailleurs, parce qu'on n'a pas l'air si agressif que ça. Bref. Et puis aussi le groupe Béton Armé, dont un des militants actifs
et le mitron d'une boulangerie alternative, si on peut dire ça comme ça, à Montreuil, qui se situe, je vous le dis tout de suite pour que vous puissiez aller chercher du pain qui n'est pas pollué. Ça se situe à Montreuil, au coin de la rue Beaune et de la rue Jules Ferry. Le métro, c'est métro Croix de Chavaux. Et arrivé, vous sortez Croix de Chavaux, rue de Chanzy, vous montez la rue de Chanzy, c'est la deuxième à gauche. Voilà. Et puis, un petit mot sur Radio Libertaire. Alors, je voudrais dire à Hélène que j'ai écouté son message, qui me disait que lorsque je faisais cette annonce, on avait l'impression que Radio Libertaire allait calancher dans la minute qui suivait. Non, Hélène. Mais Radio Libertaire a besoin de thunes, et donc on fait appel à votre générosité, en vous rappelant qu'il y a des cartes d'auditeurs qui coûtent 20 € et qu'on peut trouver à la librairie Publico. À la librairie Publico. Et 145 rue Amelot. À Paris, dans le 11e, métro du Calvaire au Bercroft. La librairie Publico, dont Jean vous rappelle à chaque fois qu'il fait son petit travail, son petit business de hussard noir, qui vous rappelle que vous pouvez y trouver tous les livres que l'on désire, aussi bien les livres militants, sur l'anarchie principalement, parce qu'on défend pas trop les trotskistes ni les marxistes. Mais bon, il y en a aussi, quand même. Et puis des livres de littérature générale, des CD, des flyers, des affiches de propagande, et même des t-shirts. Puis, enfin, le Monde Libertaire, qui paraît une fois toutes les semaines, on dit un hebdomadaire. Oui, donc Jean me confirme, je me tourne toujours vers lui, parce que c'est juste de paix pour ces choses-là, mais parfois je mélange les hebdomadaires, les quotidiens, les bimestriels, enfin bref. Un journal d'élite pour tous, où vous pouvez trouver des nouvelles fraîches, des nouvelles un peu moins fraîches, à l'international comme au national. Quoique pour nous, national ou international, ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon, pour un langage commun, c'est mieux de l'employer. Et puis aussi des cartoons assez roboratifs, un peu pipi-caca, comme on vous le dit à chaque fois. Mais pourquoi pas? Après tout, la société, c'est vraiment le pipi-caca. Donc, c'est un bon reflet de ce qui se passe autour de nous. Voilà, le Monde Libertaire, à la librairie Publico, toujours pareil, où vous n'avez pas le droit de le chourer. La reprise individuelle, c'est dans les kiosques. Mais pas à la librairie Publico, où Laurent et Max, les deux joyeux permanents qui assurent le travail de cette librairie, seraient comptables de vos comment on dit? De toute façon, il y a des caméras de sécurité. Non, je déconne. De vos chapardages. Je plaisante. Voilà, j'ai fini. On va donc maintenant se tourner vers... J'avais bien tout dit, hein. J'ai fait la dédicace à Béton Armé, j'ai parlé de la boulangerie, de Radio Libertaire, de Publico et du Monde Libertaire. Voilà, 5 en comptant sur tes doigts, donc c'est bien ça. On peut faire la 6e alors? Merci. Pardon? Vas-y. Alors maintenant, tout de suite, Juliette va vous faire une annonce aussi, elle y tient particulièrement, donc on lui laisse la parole. Voilà, donc alors une annonce. Ça va se passer demain soir, mercredi, donc à 20h30 au 3 rue d'Aligre, où se trouve le café associatif de l'association La Commune Libre d'Aligre. Et il se trouve qu'une fois par mois, il y a ce qui s'appelle les mercredis de la démocratie, qui traite de différents sujets relatifs à la démocratie. Ça peut passer de la vidéosurveillance à l'Internet, en passant par... ils ont même invité une fois un policier qui a monté un syndicat de vigilance antiraciste dans la police. Enfin, c'était un peu plus élaboré que ça, évidemment. Donc là, demain, il va s'agir tout simplement de... dans la foulée du mouvement des retraites, quel débouché politique pour les mouvements sociaux? En sous-titre, je lutte de classe plus rêve général égale point d'interrogation. Donc voilà, l'invité, parce qu'il y a un invité à chaque fois, ce sera Christian Mailleux, qui est donc cheminot Gare de Lyon et cofondateur de Sudrail. Ça va se passer à 20h30. À partir de 19h, il y a des moules marinières. Préparées par Françoise, voilà. Et donc voilà, donc comment faire pour que tout cela ne rentre pas dans l'ordre? La puissance du mouvement laisse espérer un nouvel imaginaire social.
Merci. Tu peux rappeler l'adresse? Alors, l'adresse, café associatif de la commune libre d'Aligre, aux 3 rue d'Aligre, début de la rue d'Aligre, à côté de la maison des ensembles. D'accord. Vous avez peut-être connu, qui renaît, entre guillemets. Donc, 20h30, voilà. 20h30 quand? 20h30, demain mercredi. Demain mercredi, d'accord. Voilà. Et une dernière, parce que je sens que ça commence à chauffer. Jean me regarde avec un air sévère. Non, allons-y, c'est Le le groupe quart d'heure. libertaire d'Ivry et le groupe Salvatore Segui et son Athénée libertaire itinérant vous invitent à une discussion publique. Qu'est-ce que le communisme libertaire, un projet de société à débattre? Ça se passe à 20h au forum Léo Ferré, 11 rue Barbès à Ivry, métro Pierre Curie, le jeudi 18 novembre, à partir donc de 20h. Alors, projection de Sous le signe libertaire, un documentaire sur les réalisations communistes libertaires espagnoles entre 1936 et 1937, plus une discussion publique. Voilà, on a fini. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, mon Jean? On se tourne vers toi, vers notre invité. Dis-moi. Bon, eux, c'est pas vraiment C'est bon. Allez, je vous fais un petit artiste résistant quand même. D'accord. Pour nous laver des ignominies précédentes. Hein. Ouais. René Hichet, parce qu'il est très oublié. Je trouve ça dommage. C'était 1897-1954. Il entre dans la résistance, en fait, au sein du groupe du Musée de l'Homme dès 1940. Hein. Son atelier du 55 de la rue du Cherche-Midi, mieux fréquenté aujourd'hui, hein. Ça c'est beaucoup embourgeoisé, il servira de boîte aux lettres, en fait, aux forces françaises libres. Ouais. Il avait peint ses premiers portraits à l'huile au pastel alors qu'il n'avait que 12 ans. Encore un précoce comme Robert. À 17 ans, il est le... Ah ouais, c'était 4 ans. Ou Juliette. Ah, Juliette était précoce aussi. Les Juliettes, elles sont toutes elles précoces. Elles sont toutes précoces. Ouais. Hey. On en a une autre, oui, dans nos carnets, ouais, en magasin. À 17, en tout cas, il est le lauréat du premier prix de dessin de l'école des Beaux-Arts de Montpellier, mais il s'engage, en fait, lors de la Première Guerre mondiale et part combattre sur le front de l'Aisne dans la Somme. Et à Verdun, il était un peu exalté, il aurait pu faire un bon futuriste au départ, mais ça va changer sur le front. Hein. Il fait la connaissance, en fait, de Guillaume Apollinaire et joue dans des pièces pacifistes. Sur le front, très rapidement. La guerre finie, il s'installe à Paris, il obtient une licence en droit et écrit une pièce de théâtre sur son expérience, La Grande Boucherie, pour Gaston Batty. Gaston Batty, qui personne ne sait plus, le plus grand monde qui sait, mais enfin il a quand même un théâtre à son nom, Montparnasse Gaston Batty. Je pense que ça s'appelle toujours comme ça, du côté de Montparnasse. Proche de Dada, il s'essaie au journalisme et hésite un temps entre la littérature et les arts plastiques. Et puis après avoir découvert la sculpture, il entre dans l'atelier d'Antoine Bourdelle. Mal. Excusez du pneu. Ouais. Il étudie aussi l'architecture à l'école des travaux publics et suit les cours d'Henri Faucillon à la Sorbonne. Henri Faucillon, dont on a déjà lu un texte ici. Il expose ses premières œuvres personnelles au Salon des Indépendants en 1923 et puis le jour du vernissage, sa sculpture Forfaiture est censurée par la police. Ah, la police pouvait censurer. Ah oui, à cette époque-là, oui. Aujourd'hui, ça paraît un peu étonnant. S'intéresser à l'art, alors. Ouais, la police, c'était à une époque où la police s'intéressait à l'art. Ouais. Et surtout ceux qui leur donnent des ordres, évidemment. L'année suivante, il exécute sa première œuvre en Italie. C'est l'étude de Luther, en fait, c'est sa première œuvre connue, directe, comme ça, à l'aide d'un simple tournevis. J'ai essayé de la retrouver, cette truc, ça doit être assez intéressant. En 1925, son projet pour un monument aux morts est refusé pour pacifisme. C'est vrai que c'est de très mauvais goût quand il s'agit d'un monument aux morts. Hein. Le mannequin... Pardon, oui. Il en existe en France des monuments aux morts pour... Il y a un petit bouquin qui est sorti. En Creuse, il y en a aussi. Ouais, alors il y en a un dont j'ai la mémoire, et c'est un gamin, le poing levé, et qui dit « Maudite soit la guerre ». Et c'est gravé dans la pierre « Maudite soit la guerre ». Maudite soit la guerre, c'est pas un mot de Louise Michel, ça? Maudite soit la guerre. Et c'est un monument aux morts de 14. C'est un slogan qu'on voit souvent dans les manifs à l'arme. Enfin, je sais plus de qui c'est. Ouais. Il y a eu à un moment dans Charlie Mensuel une rubrique que j'adorais tous les mois qui s'appelait l'art patriotico-tumulaire. Ah oui, je me souviens. Tu te souviens pas de ça? C'est génial. Ouais. Ça a duré des années. Ouais.
l'art patriotico-tumulaire. Je sais pas s'il y en a eu un livre ensuite. Le mannequin Rosa Achard, qui travaille pour le couturier et Paul Poiret, devient son modèle, sa muse, sa maîtresse. Ils fréquentent ensemble les fêtes surréalistes. En se travestissant, en 1929, il invente la boîte à se cirer les pompes. Oui, c'est un côté très Marcel Duchamp. Hein, Ouais, c'est comme faire son ménage. C'est un truc, faut pas le déléguer à mon avis. Il sculpte la femme assise en hommage à Guillaume Apollinaire et réalise les masques d'André Breton et de Paul Éluard. C'est en 36 qu'il loue son grand atelier rue du Cherche-Midi dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Il défend la cause des artistes lors du Front populaire aux côtés de Louis Aragon, puis sculpte une terrifiante Guernica, que je vous mettrai sur le blog, hein, qu'il refuse carrément d'exposer. Ça nous fait forcément moins d'effet aujourd'hui, mais bon. L'année suivante, il publie un virulent pamphlet contre l'art officiel, hein, entré donc en résistance, comme je l'ai dit aussi, dès le début de la Seconde Guerre. Il sculpte la déchirée qu'il exposera librement avec Luther aux jambes coupées au salon d'automne de la Libération. En décembre, il doit identifier dans le charnier de Fontainebleau le corps de son gendre, le poète surréaliste Robert Rius. C'est Pablo Picasso qui va le soutenir dans cette épreuve, ça va pas être très très marrant, et peindre un poignant tableau d'ailleurs qui s'intitule le Charnier, tableau de Picasso. En 1946, son œuvre Jacob et l'Ange, pourtant commandée par l'État, est retirée de son exposition publique à Vanves à cause du scandale en fait provoqué par la vision de deux corps masculins emmêlés, dont l'un porte les cheveux longs. C'est invraisemblable. J'aurais aimé moi vivre à ces époques où où il y avait des scandales artistiques, où les artistes étaient capables de. C'est sûr qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce qu'on leur demande de faire. Ouais. Plutôt que de créer des usines à vendre, ils créaient des scandales. C'était autre. Ouais. À partir de 47, dont l'un donc portait des cheveux longs. Hein. À partir de 47, il va exposer en Allemagne, Autriche et en Tchécoslovaquie avec notamment Brancusi et Giacometti. Et puis en 53 se déroule une rétrospective de son œuvre à la galerie Bernheim Jeune à Paris, donc. Hein. Puis il sera lauréat du Grand Prix de sculpture de la ville de Paris. Pour son œuvre Melpomène 36, un peu avant de décéder brusquement à Paris en 1954, le 23 décembre très exactement. Voilà pour René Hichet. Merci Jean. Ça nous aère un petit peu les neurones parce qu'avec le camarade italien tout à l'heure, voilà. René Hichet, un irréductible qui serait bien de redécouvrir. Ouais. Bien, on va dire au revoir à Juliette en lui demandant, comme c'est un peu la tradition ici, si elle a quelque chose à ajouter à sa présentation, si elle a tout ce qu'elle veut dire, elle est libre de le faire. Non? Oui. Ah non, vas-y. Non, je sais pas. Si, tu sais. Il y a tellement de choses à dire. Bon. Je sais pas, il y a plein de choses à dire. Ouais. J'ai pas beaucoup parlé de gravure, mais en même temps. Non, c'est vrai. C'est vrai. Vas-y, lance-toi. Je sais pas quoi dire sur. Bon, écoute, moi je vais te donner des pistes. Donne-moi des pistes. L'artiste et l'engagement politique, est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce qu'un artiste doit être engagé politiquement? Alors, tu t'as un peu répondu. Oui, en tout cas, pas. Bon, alors, on peut passer à autre chose. L'artiste et la religion, est-ce qu'elle a répondu à ça? Ah non. Est-ce que tu te positionnes par rapport me chatouillez pas là-dessus parce que je suis profondément croyante évidemment et ça me chagrinerait d'avoir à m'étendre. Bon tu vas voir que Robert va passer très vite. Tu nous as donné quand même une petite indication tout à l'heure en évoquant les crucifixions. Je trouve ça d'un érotisme torride. D'accord. J'ai toujours envie de quand je croise quelqu'un qui porte un crucifix autour du cou, j'ai toujours envie de le mettre en garde contre le cadavre pendu à son cou, quoi. C'est quand même. Enfin bon, bref, on va pas faire un sujet là-dessus, mais c'est toujours émouvant. Et l'artiste et l'autorité? Je trouve que actuellement, comment dire, on vit une période de grande soumission à l'autorité de la part des artistes autorisés. Enfin, une période un petit peu de grand conformisme. Donc, comme on disait tout à l'heure, on demande aux artistes de créer du scandale.
Et ils le font avec une grande docilité. Alors il y a un bouquin dont je n'ai plus le nom des auteurs, mais qui s'appelle Le triple jeu de l'art contemporain, que je vous recommande chaudement, qui est vraiment fascinant. C'est le jeu c'est une fille universitaire. C'est Nathalie Heinisch. Voilà, c'est génial. Donc tu l'as lu, donc le triple jeu entre l'artiste, l'institution et le public. Le public est sommé de se scandaliser, c'est un petit peu le jeu. Pendant que l'institution, elle, doit surtout pas se scandaliser au risque de paraître ridicule dans les vernissages, machin. Et puis l'artiste, lui, il fait le bouffon, quoi. Voilà. Donc moi, justement, en faisant de la gravure, je veux pas me rentrer dans ce petit jeu-là. Je fais du producteur au consommateur en direct en étant à la Bastille, parce que pour moi, c'est beaucoup plus clair. Je fabrique des images, je vends des images. Elles sont pas destinées à être installées dans des musées ou des institutions ou des coffres-forts de banque, mais à être accrochées chez les gens, tout simplement, dans le salon, dans le couloir, dans la salle de bain ou n'importe où. Mais elles sont destinées à vivre chez les gens, quoi. C'est des images, c'est tout, quoi. Ça doit vibrer comme ça. Si un jour ça se transforme en bouquin, c'est aussi bien, mais c'est pas des monuments à la défense du système, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Oh, bien, voilà. C'est bien dit en tout cas. Merci infiniment Juliette d'avoir accepté notre invitation. Comme toujours, le temps file très vite, donc vous aurez la chance de pas vous gaver. Le guide juridique et fiscal de l'artiste. Non, ça c'est toi qui aura la chance de pas te le gaver. Il est gonflé, Ken. Mais ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, je suis sûr que Jean va pas me laisser me défiler comme ça. Est-ce que Jean, tu as le temps de parler? 2 expos en vitesse. Ouais. La première, c'est David Hockney, Fleurs fraîches. Ça, c'est à la Fondation Berger Yves Saint-Laurent, Pierre Berger Yves Saint-Laurent, pardon. C'est 3 rue Léonce Reynaud, dans un quartier chicos. Je suis désolé, je vous emmène toujours dans des quartiers chicos. Oui, malheureusement, ça. Dans les quartiers craignos, il y a moins d'expositions. Oui, sauf à Ivry, au Macval, quoi. Mais bizarrement, les expos ont lieu dans des endroits où les gens sont susceptibles d'acheter des œuvres d'art. C'est quand même curieux. Ouais, c'est curieux. C'est lamentable. Voilà, ça c'est donc dans le 16e, comme je le disais, 3 rue Léonce Reynaud, c'est jusqu'au 30 janvier 2011. Alors l'originalité de cette exposition réside en fait dans le fait que les 200 œuvres récentes présentées, j'avais pas de nouvelles de David Hockney depuis un moment, je savais pas trop ce qu'il faisait. Elles le sont en fait sur les supports sur lesquels elles ont été créées, c'est-à-dire des iPhones et des iPads. Alors moi ça c'est très intéressant parce que donc tout est visible à travers les écrans de ces petites machines. Par contre, je trouve que c'est un dessinateur absolument génial et un peintre quelconque. Voilà, c'est tout. C'est le problème un peu avec David Hockney. Ses dessins sont... Et justement là, c'est de la peinture, et qui plus est de la peinture électronique. Et puis Jean-Michel Basquiat, alors je sais pas si je dois vraiment vous conseiller cette exposition, parce que là ça risque d'être une queue. Moi j'y suis pas allé encore. Ça c'est donc au musée d'art moderne, le MAM. C'est 11... C'est vraiment intéressant, Basquiat, c'est bien. Ouais, c'est intéressant. Là aussi un dessinateur extraordinaire dont on n'a pas idée si... C'est 11 avenue du Président Wilson, toujours dans le 16e arrondissement de Paris, et ça c'est valable aussi d'ailleurs, comme pour David Hockney, jusqu'au 30 janvier. Alors la cote actuelle évidemment de Basquiat est telle qu'il risque d'y avoir des queues interminables pour entrer. Je connais encore personne qui a essayé, donc je sais pas. Voilà, mais en même temps, une telle rétrospective, 150 œuvres en tout d'un artiste majeur, chère Juliette, je dirais même magique. Magique, Voilà pour les 2 expos à ne pas manquer cette semaine. Merci Jean. Bon, voilà, c'est fini. Au revoir, chers camarades et camarades auditeurs. Salut Juliette. Merci Salut Juliette. À vous. Merci. Salut, cher Dominique.